Bonjour tout le monde, bienvenue à la notif des sportifs midi sur À la Coupe. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que j'avais hâte de vous retrouver depuis mardi passé. Et on a du gros show aujourd'hui. Tout d'abord, on commence en présentant les leaders du pool. Ensuite, quelques articles qui ont sorti sur alacoupe.ca qui ont vraiment retenu mon attention, suivi des manchettes de ce mardi midi, des nouvelles. Ensuite, on sort les 3 étoiles de la semaine dans la Ligue nationale de hockey. Il y a un gardien qu'il faut retenir qui fait un bon rebondissement. Vous ne voulez pas rater qui est ce gardien. Ensuite, nous parlons des Flames qui veulent prolonger un attaquant surprise dans leur équipe et du temps de jeu de Shane Wright. Et pour finir, on va parler du Canadien. Avec les belles performances, est-ce qu'on enterre déjà le rêve Connor Bedard à Montréal? On va en discuter plus tard ensemble avec mon collaborateur. Mais pour l'instant, pacing d'aujourd'hui, on commence par le pool. Alors, au 5e rang, nous avons Antoine Glazer avec 229 points. Bravo, Antoine. Ensuite, nous avons Fax Guy 93 avec Alex Delcourt au 4e rang avec eux aussi 229 points. Bravo les gars, belle récolte à date dans le pool. Au 3e rang, nous avons Mathieu Deschaines avec 230 points. On a une lutte très serrée dans le top 5. On adore ça. Au 2e rang, de P.O. Deschaines avec 234 points. Et pour finir, le leader du pool, Tommy Brady avec 240 points. Belle récolte, les gars. On espère une autre lutte serrée la semaine prochaine. Continuez là-dessus, vous avez fait de très bons choix. Du côté du alacoupe.ca, on a quelques articles qui ont retenu mon attention, dont l'entrevue avec le joueur de l'Armada, Jonathan Fauchon, sorti jeudi passé. Excellent entrevue. Il s'agit d'un des meilleurs pointeurs de l'Armada de Blainville-Boisbriand. L'équipe de Alacoupe a eu la chance de s'entretenir avec lui. Pour vrai, c'était une très belle entrevue. Allez voir ça sur l'alacoupe.ca, disponible sur la chaîne YouTube aussi. Allez-y. Pour vrai, profitez-en. C'est très rare qu'on a une belle opportunité comme ça d'avoir joué de la LHGMQ avec nous. Du côté aussi à la Coupe.ca, Yves Lantier a sorti son 2e article de 4 sur son entrevue avec les collectionneurs Drapeau et Fils, qui est une des plus grosses collections d'items concernant les Canadiens de Montréal au Québec. Cet article numéro 2 parle de la période entre les années 70 et 1990. Très bel article. Et je souligne aussi que le numéro 3 sur 4 va sortir au courant de la semaine, très bientôt, ou sinon la semaine prochaine. Du côté de la LHJMQ, il y a un article qui a retenu mon attention. Notre collaboratrice Gabrielle Saint-Pierre a écrit un article tout en se demandant si les remparts de 2022-2023 vont continuer sur leur lancée et vont reprendre où est-ce qu'ils avaient laissé l'année passée dans leur élimination crève-cœur face aux Cataractes de Shawinigan. Il faut noter que les remparts en ce moment dans la LHGP sont la meilleure équipe avec 12 victoires, une défaite et une défaite en tir de barrage en 14 matchs. Et pour finir, ne ratez pas le podcast à la coupe de ce jeudi, animé par Yves Lantier en Facebook Live. De l'autre côté, j'ai introduit notre collaborateur Olivier Lecourt. Salut Oli, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ben oui. Alors, tu as eu le pacing ce matin. On se lance dans des nouvelles. La nouvelle que j'ai retenue en primeur ce matin, sortie sur le rds.ca. Le CH fait partie du trio de tête de la Ligue nationale en termes de valeur d'équipe. Ils sont évalués à 1,7 milliard de dollars US, dans le fond de dollars américains. Ils ont une hausse de 8%. Il faut se rappeler qu'en 2009, la famille Molson avait acheté les Canadiens pour 575 millions de dollars. Quel beau investissement qui a doublé. Ça, c'est le sens des affaires. Dans le top 5, nous avons, en premier rang, nous avons les Coyotes de... Non, c'est vrai. On a les Maple Leafs de Toronto à 2,12 milliards de dollars américains, suivi des Rangers à 2,01. Au 3e rang, nous avons le Canadien à 1,7 milliards toujours. Au 4e rang, nous avons les Blackhawks de Chicago à 1,44 milliards US. Au numéro 5, les Bruins de Boston à 1,41 milliards US. Et comme par hasard, Oli, je te laisse deviner quelle est l'équipe qui vaut le moins dans la Ligue nationale de hockey. Tu l'as déjà nommé d'après moi, hein? Ouais, vas-y donc. Les Coyotes? Oui, les Coyotes de l'Arizona. Vas-y donc avec un petit guess sur le prix.
si tu ne l'as pas vu. Eux autres, c'est les derniers, ils doivent être des millions. Oui, ça, oui. Ben, 600 millions. 600 millions? Ben non! Ben non, ils sont à 465 millions américains. Bon, on salue Yves Lantier qui est un fan des Coyotes au Québec. Je n'arrive pas à croire qu'on a ça ici. Dieu est son âme, pauvre lui. Et là là, Oli, t'en penses quoi de ce top 5-là? Moi, je trouve qu'on retrouve juste des équipes, des 6 originales. Là. Ben, c'est exactement ce que j'avais comme commentaire. Là. On retrouve nos 6 originaux. Puis honnêtement, je trouve que ça fait du sens. C'est ceux qui sont là depuis le plus longtemps sur le marché. Fait que ça fait du sens là, par rapport à leur argent. Alors voilà. Exactement. Et as-tu regardé un peu les scores dans la Ligue de salle de hockey? Ça a sorti dans notre groupe de fantasy. Hein? Pour eux qui ne le savent pas, j'ai un fantasy avec Olivier Lecault et j'affronte une équipe qui a Tage Thompson. Je me suis mangé de claques au visage hier. Car Thompson a fait 6 points. 6 points dans une victoire de 8-3 des Saints de Buffalo contre les Red Wings de Détroit. L'attaquant prend où est-ce qu'il a laissé. L'année passée, il a fait 68 points en 78 matchs. Et cette saison, il est 12 points en 9 matchs. Oli, t'en penses quoi de Tage Thompson cette année? Écoute, quand on a joué contre eux là, la semaine passée contre Montréal, écoute, je l'ai trouvé que c'était un des meilleurs attaquants, personnellement. Buffalo, c'est pas une équipe que je regarde régulièrement, malheureusement. Mais très bon attaquant. Il est très grand, il est costaud. Puis je trouve qu'il apporte plusieurs dimensions là, à l'offensive de Buffalo, justement, autant par sa grandeur, par sa posture. Il apporte du jeu physique, mais aussi une très bonne offensive. Il a des très bonnes mains. Cependant, je trouve qu'on y a signé un très gros contrat très rapidement. Alors ça, je me pose de sérieuses questions. Actuellement, Buffalo peut se dire qu'ils ont octroyé un contrat qui fait du sens, mais est-ce que cette production offensive va être capable de maintenir durant toutes ces saisons-là? C'est ma question. C'est à voir. Oui. C'est à voir ce côté de Buffalo. C'est comme la signature de Mathias Samuelsson, qui était un défenseur assez mystérieux et pourtant qui fait bien le travail du côté des Sabres de Buffalo. C'est à voir. Pour l'instant, les Sabres se débrouillent très bien aussi, à ma surprise. Pas autant bien qu'ils se débrouillent mieux que ce que je pensais. On va, juste en cause, on va saluer Guillaume Dalpé et Joël Couturier. Salut les boys, j'espère que vous allez bien. Merci d'écouter le show. Alors, Oli, on ne peut pas aller dans les manchettes sans parler des Maple Leafs. Hein? Hey! Les Leafs. Ah, les Leafs. Quel sujet. C'est le sujet de l'heure en Ligue nationale de hockey. Les Leafs sont sur une 4e défaite de suite. Ils ont perdu contre les Ducks qui, eux, ont mis fin à 7 défaites de suite. Donc, c'était sûr qu'il y avait une équipe qui allait sortir gagnante. J'aurais pas mis mon 2 sur les Ducks. Mais encore une fois, Toronto font du Toronto en ce moment. Et Caladon, ils avaient une avance de 3-1. C'est incroyable. Moi, là, si j'avais. Ça rappelle des flashbacks, ça, une avance de 3-1? Effectivement. Puis si j'avais un titre à donner à ce qui se passe présentement, là, je dirais ils sont dans la soupe chaude. Oui. Oh oui. Et surtout Sheldon Keefe. Il a répondu que son objectif est d'aider l'équipe à relever les défis qui se présentent devant lui. Ils ont connu un voyage de 0 victoire, 2 défaites et 2 défaites en prolongation. Mon Dieu. En tant que fan du Canadien, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Les propos recueillis par l'entraîneur-chef de Toronto sur l'RDS dit « Je vais juste me concentrer sur ce que je peux faire », en parlant aussi des rumeurs de congédiement sur l'égard. « J'ai un travail à faire avec le groupe. Notre groupe a déjà répondu par le passé. Je pensais que nous avons bien réagi. » Ça, c'était comment il pensait avant que les Ducks rattrapent les Maple Leafs au pointage. C'est un bordel à Toronto en ce moment. Et Oli, je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais il y a un petit entraîneur-chef pas trop connu, Barry Trotz, qui a mentionné qu'il aimerait entraîner une équipe des 6 originaux. En ce moment, Toronto serait probablement l'endroit là, si ça continue comme ça. Ben, moi, tu le sais, Barry Trotz, c'est un homme pour qui j'ai beaucoup de respect, puis que j'ai longtemps dit que c'était un ou le meilleur des entraîneurs-chefs qui était en place dans la Ligue nationale avant qu'il parte. Moi, par contre,
je trouve ça un petit peu fatigant qu'on pointe toujours du même côté de Toronto. J'ai l'impression qu'on accuse tout le temps le staff en haut puis la direction, mais qu'on ne regarde jamais ce qui se passe sur la glace parce que honnêtement, oui, ça part en tout cas, de mon point de vue, d'une mauvaise gestion parce que je trouve qu'on met beaucoup, beaucoup d'argent axé sur l'offensive. Puis à un moment donné, l'offensive, c'est bien beau, mais tu en as besoin d'ailleurs aussi de l'argent. Là. Puis on voit que ça ne marche pas. Tu sais, tu regardes une équipe comme Tampa Bay ou le Colorado qui sont bien bâtis, c'est autant à l'offensive qu'en défensive. Puis quand je parle de défensive, c'est pas juste les défenseurs, ça parle aussi du gardien de but. Exactement. Puis tu sais, du côté de Toronto, on n'a pas ça. On n'a pas cet équilibre-là. Il y a un gros déséquilibre. Puis ça part de la direction, ça, je suis complètement d'accord avec ça. Mais après ça, regarde sa patinoire. La game contre les Ducks, là, Alex Kerfoot, excuse-moi, là, il avait l'air d'un PWC. Non, mais sérieusement, là, il a fait au moins facilement 2 revirements qui ont coûté des buts au livre. Plus sur le but en overtime, si tu regardes sa couverture qu'il fait avec son homme sur Zegras, c'est 0 point de barre. OK. Fait que, tu sais, moi, je veux dire, c'est beau reprocher à la direction certaines affaires, mais du côté des gars sur la glace, la performance, Austin Matthews, c'est pas un très bon début de saison. Là. Exactement. Et même chose pour Marner Nylander. Ben, quoi que Nylander se débrouille quand même bien, mais. Ils suivent tout. John Tavares aussi, c'est la même affaire. Là. C'est toutes des. Ben, John Tavares, c'est depuis qu'il est arrivé avec les livres là, qui est décevant, là, mais je veux dire, c'est des performances qui sont pas à la hauteur des attentes des fans des Leafs. Là. Et surtout pour Tavares, ça équivaut pas à son salaire énorme. Ben, moi, comment tu peux perdre contre les Ducks first, mais comment tu peux aller perdre une game contre les Sharks? Oui, effectivement. Hey, c'est toutes des défaites que tu vas chercher. Tu vas me dire, ouais, mais les 2 games, ils ont perdu en overtime. Ouais, mais c'est quand même des défaites. Mais tu as une avance dans le qui match. font pas les séries, là. Ben, c'est ça. Puis tu as une avance dans le match. C'est 2 équipes qui ont de la misère actuellement, qui sont en manque de confiance. Puis tu réussis à les perdre une avance en fin de match. Puis surtout à les perdre en overtime. Non, pour vrai, ça fait dur du côté de Toronto. Moi, j'adore ça. Mais en tant que partisan de la game de hockey, c'est bizarre d'avoir une puissance à autant de misère. Mais en tant que partisan du Canadien, j'adore ça. Oui. J'adore ça. En parlant de ces mêmes canards de la Californie, ils ont perdu une pièce importante. Le jeune défenseur de 20 ans, Jamie Drysdale. Il souffre d'une déchirure à l'épaule gauche. Il serait absent pour une durée de 4 à 6 mois. Pas semaine, mois. C'est une grosse perte du côté des canards. T'en penses quoi de ça? Est-ce qu'il y a une solution quelle est la solution du côté des Ducks pour pallier à cette perte, d'après toi? Ben écoute, probablement mon pool aussi en pleure. Parce que j'avais espoir sur lui. Non, mais pas vrai. Écoute, il n'a pas connu un gros début de saison. Il n'y avait pas encore de points, si je ne me trompe pas. C'était pas un bon début de saison pour Drysdale, malgré il est jeune. Donc pour les Ducks, pour un bon début de saison. Hein. On devait s'attendre à ça. Mais les Ducks, moi, honnêtement, je vais être honnête avec toi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi mauvais en ce début de saison-là. La blessure de Drysdale, est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on fasse un trade pour aller chercher un défenseur avec plus d'expérience ou qui va nous amener un peu plus de profondeur? Actuellement, la situation des Ducks, je pense que non. Est-ce qu'ils sont en course pour Connor Bedard? Je ne sais pas comment ils voient, eux autres, la projection de l'équipe. Mais une chose qui est sûre, c'est peut-être qu'on peut se revirer vers le club école pour chercher peut-être un plus jeune défenseur à qui pourrait avoir sa chance à son tour pour remplacer Drysdale durant ces temps-là. Moi, honnêtement, je verrais bien ça. Actuellement, l'équipe n'est pas en compétition avec rien. Fait que tu n'as rien à perdre à essayer un jeune. Je suis d'accord avec toi là-dessus. J'avais pas cette pensée dans la tête. Moi, j'avais réclamé un défenseur au balotage. OK. Mais encore là, il n'y a pas eu de waivers, on va dire en anglais. Il n'y a pas eu de joueurs soumis au balotage pour l'instant. Donc, la meilleure idée, c'est la tienne, selon moi, d'amener un jeune dans le club école. Et, dernière nouvelle, les 3 étoiles de la semaine sont sorties, mon cher. Yes! Au 3e rang, nous avons, selon moi, la surprise. Je n'avais pas regardé ça. Cette équipe-là, c'est pas l'équipe que je regarde le plus, mettons. Marc-André Fleury, 3e étoile de la semaine. 3 victoires, aucune défaite. 1,95 de buts alloués et 927 de pourcentage efficacité devant le filet du Wild. Le Wild qui a fini la semaine avec 3 victoires, 1 défaite. Est-ce que Marc-André Fleury revient sur le bon chemin ou ce n'est qu'une bonne passe, selon toi? On le verra ce soir. Oh! OK.
Mais c'est très bien pour Fleury. Moi, Fleury, c'est un gardien que j'adore. Je suis très content qu'il se reprend par lui-même dans des performances. Et ça aide le Wild aussi, qui ont connu un très mauvais début de saison d'ailleurs. Là. On va pas se le cacher avec la paix défensive avant leur match face aux Canadiens la semaine passée qu'on avait parlé. C'est pour ça l'avant-match canadien face au Wild, on va juste le glisser car on a pas mal tout fait la semaine passée. Oui. Au deuxième rang des étoiles de la Ligue nationale de hockey de cette semaine, Jasper Bratt des Devils du New Jersey qui, en 4 parties, a fait 4 buts, 3 passes. Il a emmené les Devils à une fiche de 3-1 et ils ont grimpé au premier rang de manière provisoire, bien évidemment, de la division métropolitaine. Grosse performance de Jasper Bratt. Et au premier rang, d'après toi, c'est qui? Je mettrais un petit 2 comme toutes les dernières années, là, Connor McDavid. Exactement, Connor McJesus, qui a dominé les circuits Bettman avec 8 points. 8 points, juste ça, en 4 parties. 4 buts, 4 passes. Et il permet aux Oilers d'être parfait cette semaine en termes de victoire. Et il se hisse au deuxième rang de la division Pacifique. Qui d'autre à part Connor McDavid, honnêtement? Qui d'autre? Personne. Est-ce que c'est le joueur qui pourrait le récolter le plus de première étoile de la semaine en carrière? Peut-être. Honnêtement, il l'est toujours. C'est toujours lui. C'est vraiment le nouveau Messi du côté des Oilers d'Edmonton. Effectivement. Maintenant, parlons de sujets en dehors de la Ligue nationale de hockey, mon cher. Selon le site de Fourth Period, t'es prêt, là? T'es bien attaché, tout ça? Ouais, je suis bien Les assis. Flames songent à prolonger un contrat, déjà là, d'un attaquant. Et si je te dis que cet attaquant est Milan Lucic? Ben là, j'ai un peu de misère à comprendre. Ce gars-là, il avance quasiment plus sur la glace. Il avance plus à la glace. Il y a quand même... C'est plus le Lucic qu'il y a eu à Boston ou à LA. On va s'entendre là-dessus. Là. C'est encore un gars qui est capable d'en donner de l'énergie dans le vestiaire. Mais il ne vaut pas le 6 millions et le 6 millions qu'il gagnait. Là. On va s'entendre là-dessus. Ben moi, c'est parce qu'il y a quelque chose que je comprends pas là-dedans, dans cette nouvelle-là. C'est que tu en as d'autres des styles de joueurs qui peuvent t'apporter une certaine robustesse puis de l'énergie. T'sais, on peut penser notamment à un joueur comme Pezzetta. C'est dans ce style-là, tu es capable d'en chercher. Milan Lucic, je veux bien qu'il apporte du jeu physique, mais même là, il apporte même plus d'énergie parce qu'il avance plus à la glace. J'ai de la misère à comprendre comment on peut avoir un intérêt à re-signer ça pour vrai. Moi, dans ma tête, c'était... En tout cas, dans ma tête, moi, depuis une ou 2 saisons facilement, j'ai hâte qu'il prenne sa retraite pour l'équipe qui a à endurer ce gars-là avec son contrat, tu sais. Ouais. Là, je vois cette nouvelle-là, puis honnêtement, je suis une chance que je t'assis parce que... J'ai eu peur pour toi que tu déboules les escaliers quand t'as appris que c'était Lucic. Mais... Ouais, je t'arrête de changer de place pour ça en même temps. Mais il y a des signatures que des joueurs gardent pour, mettons, l'ambiance qu'ils donnent dans le vestiaire, la bonne humeur, tout ça. Mettons, André Roy, c'est un exemple, on le voit à travers RDS. C'était pas lui qui faisait le plus de points à Tampa Bay et dans ses autres équipes, mais c'était lui le plus funné. Est-ce que Lucic est dans ce moule-là? Peut-être, c'est probablement une des raisons pourquoi on veut le prolonger à Calgary. Il y a quand même une expérience de la Coupe Stanley aussi, une grosse expérience en termes de séries éliminatoires et pour les jeunes aussi. Mais en termes de production, on s'entend qu'on est loin. Là. On est très, très loin. Là. Oui. Donc, selon moi, ça peut le faire à Calgary. Ça peut le faire. Mais si le contrat, selon moi, est en haut de 2 millions, c'est raté. C'est raté. Lucic ne peut plus demander du 3, 4, 5 millions. Pour moi, Lucic, encore là, à 2 millions, je trouve ça cher. 1,5 et moins. Maximum 2. Mais ça, moi, Lucic aura 1,5 million et moins. Écrivez en commentaire, en direct, on va réagir pendant le show. Si vous pensez si les Flames re-signent Milan Lucic. De l'autre côté, on va avancer, Oli. Ouais. On va parler d'un dossier qui fait très chaud du côté de Seattle. Si je te dis le dossier Shane Wright. Le temps de jeu de Shane Wright, essaye de deviner la moyenne de temps de jeu de Shane Wright. En bas de 7 minutes.
Selon toi, est-ce qu'un attaquant peut se développer de 19 ans? Est-ce qu'un attaquant peut se développer à 6 minutes 51 secondes par match? Non. C'est affreux. Il a réussi à faire des points. Il a réussi à récolter une passe en 5 matchs. Et il y a une nouvelle qui est sortie sur le podcast 32 Thoughts de Elliot Friedman, qui est probablement, selon moi, le numéro 1 insider dans la Ligue nationale de hockey. Il dit une des raisons pourquoi Shane Wright aurait descendu au repêchage, c'est le fait qu'il n'aurait pas voulu jouer, exemple en Europe, pendant la pandémie. Ce qui fait très mal. Est-ce que cette attitude-là, que ça fait longtemps qu'on le sait depuis le repêchage, ressort en ce moment dans la Ligue nationale de hockey, ça marche pas. Merci à Générique qui réagit pour Milan Lucic. Il dit s'ils re-signent, ils perdent de l'argent et sont perdants anyway. Donc, salut Jay d'ailleurs, pour Jay, le cas de Lucic, s'il re-signe, c'est perdant-perdant du côté de Calgary. C'est un point que je peux rejoindre là-dessus, mais on n'est pas dans le vestiaire. Mais pour continuer, Oli, Shane Wright, toute la situation qui l'entoure, t'en penses quoi de ça? Ben écoute, moi, depuis la signature, depuis le draft, la réaction avec les Canadiens qu'on a vu, puis ces choses-là, c'est sûr que tout ce qui entoure un draft, les rencontres individuelles avec la direction de chacune des équipes, c'est des choses auxquelles que nous, on n'a pas accès. On ne sait pas ce qui se passe en coulisses. La seule affaire qu'on a du gars, vraiment, à part sa grandeur, son poids, puis sa passion dans la vie, on sait juste ses performances sur glace. T'sais, on n'en connaît pas beaucoup de hors glace. Puis, je veux dire, quand on tombe dans la game avec les journalistes, que les gars doivent se présenter, tu joues la game en mode charme. Tu veux bien paraître, tu dis ce que les gens veulent entendre. Donc, c'est sûr que en arrivant au repêchage, le 3/4 du monde s'attendait à voir Shane Wright sortir premier. Puis, je dirais que 100% du monde s'attendait à voir Shane Wright sortir au moins top 2. Exact. Là, on l'a vu glisser, on se pose des questions, mais finalement, on voit que c'est pas juste les Canadiens qui ont remarqué qu'il y avait un certain problème à quelque part. Ouais, les Devils et les Coyotes aussi l'ont remarqué. C'est exactement. Mais là, Seattle va drafter Shane Wright, mais depuis qu'il est dans l'équipe, là, écoute, j'ai les temps de jeu devant moi. 6 minutes 14, 6,50, 6,36, 8,42. Et là, le dernier match contre, les Blackhawks de Chicago, 5 minutes 51. On est en bas de 6 minutes. 5 minutes 51. Hey, ça, là. Puis pourtant, à chaque match, il y a une moyenne de 11 présences. Fait qu'on s'entend que sa présence là, est inférieure à 30 secondes. Tu sais, on va pas au niveau du 30 secondes. Ben oui, et en plus, c'est contre les Blackhawks, qui est une des pires équipes de la Ligue. Là. Puis il joue 5 minutes. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Déjà, est-ce que c'est la faute du coach? Probablement, OK? Les Kraken s'en vont nulle part. Ils s'en vont pas en série, c'est certain. Ben, si on parle du Kraken en général, depuis le draft d'expansion, je me demande qu'est-ce qu'on a fait par rapport au draft. On avait tellement de bons joueurs qu'on pouvait aller chercher, puis on a été chercher ça. Ben, selon moi, ils ont vraiment décidé de bâtir une équipe par le repêchage. À la place de faire une Golden Knights, ils sont allés all-in. Et les Golden Knights ont profité des échanges aussi pour protéger certains joueurs. Ce que le Kraken n'a pas pu faire car les DG savaient maintenant à quoi s'attendre aussi. Ben, ça, je suis d'accord, mais il y a toujours une limite à tout. Là. Il y avait des bons joueurs qui auraient pu aller chercher sans nécessairement y aller all-in. Là. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, d'un autre côté, ils ont bien fait de ne pas aller chercher Carey Price, exemple. Non, mais moi, je parlais pas des Carey Price, mais. On est Tarasenko. Ben, tu peux aller chercher un scoreur quelque part à un moment donné, là, que d'aller chercher des Yanni Gourde. Là. J'ai rien contre Yanni Gourde, excellent attaquant, mais à un moment donné, ça t'en prend des joueurs de premier plan. Là. Exact. Puis des joueurs de premier plan ou futurs joueurs de premier plan, c'est pas en leur faisant jouer 6 minutes 50 en moyenne par match qui va se développer. Là. Ben, effectivement. Là, moi, ça, je trouve ça complètement ridicule rendu là. Fais-les jouer dans le club en dessous. Là. C'est ça, fais-le jouer dans le club école ou sinon, renvoie-le chez les Frontenacs à Kingston dans la OHL. Tu sais, ça marche pas. Dave Axtell, c'est un des coachs que j'aime le moins. Déjà, on va s'entendre. C'est un des coachs que, voire même, je suis proche d'haïr dans la Ligue nationale de hockey. Je me demande comment ce gars-là fait pour avoir un travail. Il a eu son permis d'entraîneur dans une boîte de Cracker Jack. Je n'aime pas ce coach. Okay? Ben, c'est juste parce que si c'était juste une question de faire jouer les jeunes ou de ne pas faire jouer les jeunes, on peut prendre l'exemple de Matt Beniers. Ouais. Actuellement, j'ai ses statistiques devant moi et puis là, on tourne là, autour de
17 minutes là, en moyenne de temps de glace par match. Là, c'est sûr qu'il y a des 17? matchs. Oui. OK. Il y a des temps de glace, là, c'est sûr. Mettons, contre Chicago, il a joué 21 minutes. 20 minutes 50. Puis il y a des matchs, mettons, là, ici, on a joué contre les Pingouins, c'est l'équipe plus solide. Ben, il a joué 15-31. OK. Mais il y a une moyenne de chiffres de 22 chiffres par match, ce qui est le double de Shane Wright. Exact. Mais de l'autre côté, il y en a qui vont dire oui, mais Matthew Beniers, il s'est établi comparé à Wright. Mais comment tu veux que Wright s'établit en 6 minutes 50? Comment tu veux que Wright s'établit dans son équipe quand il joue même pas 10 minutes? Tu sais, c'est. Puis merci à Joël qui dit Ron Francis a mentionné qu'il resterait à Seattle pendant toute la saison. Ça sert à quoi de le développer avec ce temps de jeu qui est affreux? Comme pourquoi? Oui, il y en a qui vont dire c'est pour mieux comprendre les rudiments de la Ligue nationale de hockey, avoir de l'expérience, c'est ça. Juraj Slavkovski joue plus de temps que lui. Il regarde ce que ça fait. Il marque des buts, il joue, il commence à prendre vraiment confiance dans son style de jeu. Du côté de Shane Wright, il n'y a pas le temps. il n'y a pas de temps. Il n'y a pas beaucoup de présence. Puis même contre les pires équipes, il ne joue pas. Comment tu veux développer ton choix numéro 4 au repêchage qui est supposé être ton centre de premier plan? Ben, c'est aussi que en agissant comme ça avec un jeune joueur comme Shane Wright, c'est que tu vas finir par le perdre. Il va perdre l'envie de jouer pour Seattle, puis il va en vouloir à la direction. Puis là, on sait très bien ce qui peut s'ensuivre, c'est que le fait que le gars soit jeune, il y a un certain niveau d'immaturité encore présent. Ce qui peut arriver, puis que ça va juste mettre de l'huile sur le feu, c'est qu'il va s'échapper devant un journaliste après une game parce qu'il va être en maudit parce qu'il va aller jouer 4 minutes. Puis là, il va s'échapper devant un journaliste, puis là, il va se faire encore plus critiquer, il va se faire rentrer dedans. Puis tu as donné l'exemple de Uri, puis avec Montréal, puis tu as totalement raison. Dernier match, c'était son premier match qu'il jouait en power play avec Montréal. Il nous sert un beau but. Le gars, il prend de la confiance, puis tu le vois au banc, autant au banc que dans la chambre. Il a du fun, il est bien entouré, il a un bel esprit d'équipe, puis honnêtement, le gars, il est bien inséré dans l'équipe, tout le monde l'a bien accepté, puis tu vois qu'il se sent à sa place, puis c'est vraiment, là, présentement, il y a le meilleur environnement pour se développer pleinement. Oui, puis tu as parlé aussi d'environnement, puis qu'il y a une belle attitude. Il y en a un autre commentaire qui dit, selon lui, c'est l'attitude de Shane Wright qui pourrait aussi causer problème dans l'équation. On en a parlé avec la traduction que j'avais du podcast d'Elliot Friedman. Et de tous les rapports qui ont sorti jusqu'au repêchage, mais supposant que Shane Wright n'est pas le plus intense dans les pratiques, c'est pas lui qui a le plus de volonté en dehors de la glace aussi. C'est sûr que ça doit jouer dans la balance. Mais en termes de développement, tu ne peux pas le développer. Puis, selon moi, en le faisant pas beaucoup jouer, tu ne l'aides pas à y donner de la volonté, selon moi aussi. Sûrement que le joueur, je ne suis pas dans les culottes de Dave Axtell non plus, là, mais sûrement que le joueur ne doit pas aider dans le vestiaire pour mériter un aussi peu de temps. Là. Ben, en effet, moi j'ai l'impression, tu parles de ça, puis si on vient à la journée du draft, là, est-ce que Seattle s'attendait à voir Shane Wright descendre jusqu'au 4e rang? Je pense que non. Donc, est-ce qu'on a été par défaut, on s'est dit, hey, ce gars-là, tellement bon potentiel, c'est un gros attaquant, très bon potentiel dans les lignes nationales. Pourquoi est-ce qu'on passerait à côté de ça? Si on passe à côté de ça, on va se le faire dire. Fait qu'est-ce qu'on a été par défaut prendre ce joueur-là, même si auprès des rencontres, ça n'avait pas été le joueur qui nous avait fait la meilleure impression? C'est la question que je me pose. Puis la question que je rajoute, c'est est-ce qu'ils l'ont rencontré vu qu'ils pensaient qu'il sortait top 3 assuré? Là? Ben, j'espère pour eux, honnêtement, parce que s'ils ne l'ont pas rencontré, il y a un certain problème. Exact. Mais, tu sais, en tout cas, moi, je me demande si on n'a pas été par défaut, justement, parce qu'on s'est dit, hey, Crème est encore disponible, c'est le temps de mettre la main dessus. Tu sais, j'ai un petit peu de la misère à comprendre ça, mais par contre, des choix de premier tour, tu sais, dans le top 10, top 5, peu importe, on en a vu dans les dernières années qui ont eu de la misère à leur première saison, qui se sont fait critiquer, ces choses-là. Mais cependant, il y avait plus de temps de jeu que 5 minutes par match. Là. Ah oui, on peut prendre Jesperi Kotkaniemi aussi en exemple. Là. Oui. Il y a eu beaucoup plus de temps que 6 minutes 50 par match. Probablement que l'attitude de Wright n'aide pas dans la balance, mais pareil.
c'est aussi le coach qui doit faire jouer son joueur s'il veut un développement aussi. Ben, ça, tu as raison, Loïc, par rapport à ça. Mais l'autre chose, c'est le fait que Seattle n'a pas une grosse équipe. Si, mettons, Shane Wright était, je sais pas, avec le Lightning, par exemple. Là. Je comprendrais pourquoi il jouerait 5 minutes ou 6 minutes par match, parce qu'à la profondeur que le Lightning a, c'est plus comprenable. Aussi, il ne serait même pas dans la Ligue nationale de hockey. Hein. Ben, c'est exactement. Puis là, actuellement, juste fun fact comme ça, parce que tu as parlé de Kotkaniemi, ça m'a titillé un petit peu, parce qu'au salaire qu'il gagne, je me suis dit, on va regarder son temps de jeu. Et Kotkaniemi, en termes d'évolution de temps de glace, là, on parle d'en moyenne 15 minutes par match. C'est ça. Puis, oui, c'est un joueur qui est plus établi, il connaît mieux la game que Shane Wright. On va s'entendre là-dessus. Là, on n'est pas fou non plus. Mais ce qui m'intéressait, c'est de savoir le temps de jeu de Kotkaniemi à sa première saison. Il jouait sur un troisième trio. Puis, de mémoire, ça tournait autour de entre 10 et 12 minutes de temps de jeu. Mais ça reste que Shane Wright ne peut s'établir. Moi, je garde mon point là-dessus. À ce temps de jeu-là, peu importe que ce soit de sa faute ou celle-là du coach, il ne peut se développer, il ne peut pas jouer et comprendre la game comme il faut. Selon moi, la solution, c'est de le faire descendre pour lui donner le plus de temps possible. Quand tu es une équipe comme Seattle, ton but, c'est de prendre ton temps. Tu n'as pas des gros joueurs, tu n'as pas une équipe qui dit on s'en va en série là. Tu as une équipe pour vraiment prendre ton temps dans le développement de tes joueurs pour bien repêcher aussi, parce qu'on s'entend que Seattle, ils ne feront pas les séries. Donc, c'est une équipe qui peut bien aussi rester proche des bas-fonds dans la Ligue nationale de hockey et aussi pour mieux sélectionner ses joueurs, pour mieux les développer. Mais c'est pas ça qu'on montre en ce moment. Là. Le fait que le DG veut le garder à Seattle et que le coach ne le fait pas jouer, rendu là, ça revient peut-être à l'agent aussi d'aider son joueur là-dedans. Et probablement que son agent le fait. Là. On ne dit pas que c'est un incompétent aussi. Mais il y a de quoi qui cloche à Seattle là-dessus. Là. Je pense qu'on a mis pas mal le doigt dessus. Là. Ouais. C'est l'enfer ce qui se passe du côté de Seattle. On va essayer de suivre ça pour vous. Mais pour l'instant, c'est pathétique. Je vais le dire, c'est pathétique. C'est du gérage de développement vraiment pas bien cousu, selon moi. Oui. Oli, je pense que tu embarques dans ce que je viens de dire. Écrivez en commentaire votre point de vue sur ce que vous pensez de Shane Wright. Mais selon nous, le mieux serait qu'il descende d'une ligue pour avoir le plus de temps de jeu. Là. Rendu là, tant qu'à pas le faire jouer, envoie-le dans la Ligue américaine ou dans la OHL, dans son club junior. Maintenant, Oli, on va parler du Canadien. OK? Il y a plusieurs questions qui me sont venues dans la tête hier et tu es probablement la personne avec qui je voulais le plus les poser. Tu es prêt à avoir comme trois questions en rafale d'en face puis tu m'y réponds? Yes, vas-y. Déjà, pourquoi à tous les matchs, on s'attend... Mettons, j'y ai pensé à cette question-là le lendemain de la victoire contre Saint-Louis. Mais pourquoi à tous les matchs, on s'attend à une victoire, on s'attend à une défaite du Canadien tout le temps? Est-ce que le Canadien va surprendre cette année? Je ne parle pas nécessairement des séries, mais est-ce que le Canadien va surprendre cette année? On se souvient qu'ils sont 5e dans leur division à égalité avec Tampa Bay. Ils sont au-dessus des Leafs, des Wings et des Senators. Ils sont en ce moment 11e dans la Ligue nationale de hockey. Et finalement, est-ce qu'on enterre déjà aujourd'hui, mardi 1er novembre, est-ce qu'on enterre déjà le rêve Connor Bedard à Montréal? Bon, là, moi, c'est déjà ce que j'en pensais par rapport à la saison cette année. Je t'avais dit c'était quoi mes prédictions. Je ne dirais pas. Pour eux qui ont raté, on a fait un podcast sur la prochaine saison du Canadien pour eux qui n'ont pas regardé. Oli pense que le Canadien va se battre pour une place en série. Juste pour mettre un petit contexte. Ben écoute, tu sais, moi, j'ai rien à faire à dire. Dans le hockey ou dans n'importe quel sport, quand tu joues pour avoir du fun et que tu n'as rien à perdre, c'est souvent là que tu es le plus dangereux et que tu joues les troubles de fête. Et c'est ce que Montréal fait actuellement. Oui. Je veux dire, l'année passée, on était dans une certaine année de transition, j'ai envie de dire.
Cette année, on est plus stable, malgré la jeunesse qu'on a, comme je te disais depuis tantôt. Les jeunes ont du plaisir, on prend goût à jouer. Les jeunes ont du temps de glace aussi. Martin Saint-Louis les fait jouer. Oui, peut-être qu'on prévoit peut-être encore quelque chose de mieux. Par exemple, Caden Gooley sur le powerplay à la place de Wideman. Ça pourrait être pas pire. Mais sinon, je veux dire, c'est une belle évolution. Puis, tu sais, ce qu'on voit aussi, c'est l'apport offensif des jeunes. Oui! Et ça, Oui! c'est quelque chose auquel on s'attendait, mais je pense pas à ce point-là. Parce qu'honnêtement, là, on peut parler des Caulfield ou des Suzuki. Premièrement, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une constance par rapport au but marqué par la Canadienne de Montréal. Ouais. Par les jeunes, je parle. Mais c'est aussi l'apport là, des autres jeunes, Caden Gooley, J.K. Qui aurait cru que ce gars-là, probablement, ferait l'équipe, mais que chaque présence qu'il donne sur la patinoire apporte quelque chose, un petit quelque chose aux Canadiens. C'est très intéressant, honnêtement. Et sans oublier l'excellent Jordan Harris. Oui. Qui est, ma foi, très impressionnant aussi. J'ai critiqué beaucoup, je ne m'en cache pas, j'ai critiqué beaucoup David Savard, mais il connaît un très, très bon début de saison. Et honnêtement, je l'apprécie beaucoup. En désavantage numérique, il fait un travail exceptionnel. Et je peux en dire autant pour mon ami Jake Allen. Oui! Non, Oui. Oli va bien parler de Jake Allen. Ben non. Oui, Jake Allen, très bon début de saison aussi. Je pense que peut-être le repos du break de saison là, a fait du bien à Jake Allen, qui a été très utilisé la dernière saison. Comme tu sais, moi, j'ai dit qu'il avait été trop utilisé. Et que dire de Samuel Montembeault? Exact. Très, très bonne performance. Un pourcentage de 931, c'est excellent. Et une moyenne de buts alloués de 2,32 après 3 matchs de jouer. C'est très, très bon. Est-ce que c'est les statistiques auxquelles on s'attendait? Moi, personnellement, non. Je ne m'attendais pas à une performance aussi impressionnante de la part de Montembeault. Puis on regarde Jake Allen, c'est une efficacité de 909. Puis on est encore Qui est totalement 2,86. honnête et dans les coins de Jake Allen aussi. Là. Exactement. Puis ici, Jake Allen, c'est 2,86 de moyenne de buts alloués. Et honnêtement, c'est la performance des gardiens de but qui retient notre attention, mais aussi, il faut porter notre attention vers la défensive. On disait que le point faible du Canadien cette année, c'était la défensive, parce que c'était la jeunesse. Mais regardez le nombre de buts qu'on alloue par match. C'est pas beaucoup, là. Exactement. Puis, on parle du Canadien, les commentaires se déchaînent en ce moment. Guillaume Dalpé, notamment, dit le Canadien va se battre pour une place en série, mais jusqu'à Noël. Ensuite, ils vont descendre. Oli, est-ce que tu rejoins ce côté-là quand tu dis qu'ils vont se battre en série ou toi, c'est jusqu'au mois d'avril? Pour répondre un petit peu avec le commentaire de Guillaume, j'ai envie de dire que ça va dépendre des blessures. Ça va vraiment dépendre des blessures parce que Montréal a grandement été affecté par les blessures. Puis souvent, quand on approche du temps de Noël, c'est le voyage dans l'Ouest. Hein? Puis c'est souvent là que les blessures s'accumulent une après l'autre. Donc, j'ai envie de dire que ça va dépendre des blessures, mais je suis d'accord avec Guillaume que c'est sûr que dans le coin de Noël, normalement, on a un certain ralentissement de la part de l'équipe, puis on éprouve certaines difficultés. Mais c'est justement à ce point-là qu'on va être capable de voir où est-ce que le Canadien se situe autant dans leur plan de reconstruction et dans leur plan de maturité. Est-ce qu'on est capable de se relever de certaines difficultés, de passer par-dessus ces obstacles-là, puis de continuer de rebondir comme on le fait si bien. Écoute, ça fait plusieurs matchs qu'on perd, puis qu'on revient de l'arrière pour finalement l'emporter. Là. Exact. Fait qu'on fait preuve de caractère et maintenant, il restera à le faire plus que juste dans une période, mais de le faire match après match. Exactement. Il y a Jérémy Doré qui dit selon moi, la seule chose qui manque à Montréal, c'est un défenseur, c'est un vétéran défenseur, car Edmondson, il est pas là. Joël Couturier qui dit un joueur qui passe sous le radar est Sean Monahan. J'en ai même un encore plus sous le radar, c'est Jonathan Kovacevic, qui passe très sous le radar, qui se débrouille très bien pour un défenseur qu'on a pris au balotage. Le Canadien a très bien fait ses devoirs sur ce défenseur. Il se débrouille très bien. Et finalement, Oli, Joël qui va dans un autre commentaire, je pense que tu vas le rejoindre là-dessus. Josh, probablement Jordan Harris, pourrait bien aussi avoir droit au power play. Je pense qu'on sait tout contrairement à qui. Oui, effectivement, mais
Jordan Harris, c'est un bon nom qui revient, mais comme je disais tantôt, même Gouli puis même Jekai, j'aimerais ça les voir essayer. Je sais que Jekai a eu le droit à la deuxième avantage numérique parce qu'il embarque avec sa paire défensive, là, mais c'est comme par défaut. Il est mérité. Embarque, Jekai, son voix mérite d'être sur le powerplay. Il montre très bien un flair offensif. Oui, mais comme, comme comme on en parlait la dernière fois, là, les défenseurs, nos jeunes défenseurs, c'est ceux qui ont pas le plus de temps de glace, mais actuellement qui nous en donnent le plus. Oui. Et puis, je pense que de là mériter une place en powerplay, je pense qu'on en est rendu là, ils ont fait leur preuve. Cependant, dernière game, 2 buts en powerplay, donc je pense pas que la recette va changer pour l'instant. Mais on a apporté quelques changements. On est rendu avec une vague que c'est rien que des attaquants. Oui. On est rendu avec une vague que Juraj Slafkovský est dessus. Et puis, les 2 vagues ont connu du succès là, lors du dernier match. Et puis, je tiens à préciser que je l'avais dit contre le Wild que ça prenait un bon powerplay si on espérait gagner. Et puis, contre les Blues, s'il y avait un élément qui nous a fait revenir dans le match, c'est le powerplay. Exact. Ça a permis aux Canadiens de prendre les devants de mémoire dans le match face aux Blues, ou sinon, c'était de créer l'égalité. Mais l'avantage numérique doit être très, très, très important du côté du Canadien. Et selon moi, le temps de Chris Wideman sur l'avantage numérique est révolu. C'est le temps de voir des Jordan Harris, des Arber Jekai, des Kaden Goulet. Kaden Goulet qui est sur l'avantage numérique, mais de temps en autre, pas à 100%. C'est ça. C'est exactement. C'est le temps du jeune Goulet d'être à 100% sur l'avantage numérique. Puis, juste pour me permettre, par rapport au commentaire que tu as nommé tantôt de Joël, si je ne me trompe pas, qui parlait de Sean Monahan. Ouais. Bon, je suis totalement d'accord avec Joël. Écoute, Sean Monahan, très bon joueur de centre. Il joue ici à l'aile à l'occasion. Honnêtement, 3e meilleur pointeur chez le Canadien à 6 points en 9 matchs, 2 buts, 4 passes. Son temps de jeu qui tourne autour de 18 minutes par match. Et puis, ce que j'aime le plus par-dessus tout de Sean Monahan, c'est que peu importe sur le trio qu'on l'a placé depuis le début de l'année, parce qu'il en a fait, il a joué avec plusieurs personnes, il est performant, puis il garde son style de jeu. Moi, c'est ce que j'ai plus aimé. Le gars fait tout le temps le même style de job, puis c'est un style de job que n'importe quelle équipe aurait besoin, parce qu'il est bon autant à l'offensive qu'à la défensive. C'est un joueur responsable. Puis s'il y avait une chose que je peux vous dire, c'est que ça, c'est certain et certain que ça a enlevé beaucoup de pression sur Nick Suzuki. Nick Suzuki qui était vu autant sur le joueur, c'est parce qu'on lui attribuait le joueur two-way. Il y avait beaucoup de pression par rapport autant à ses pressions offensives et ses performances offensives et défensives. L'année passée, il s'est fait critiquer par rapport à ses performances défensives. Et cette année, avec Sean Monahan, on assiste à quelque chose qui permet à Nick Suzuki de performer beaucoup mieux en offensive. Exact. Il ne faut pas oublier aussi un autre joueur, une autre acquisition que j'adore en ce moment, c'est Kirby Dach. Oui. Kirby Dach a 5 points en 9 matchs. Il se débrouille très bien. Et pour compléter le point de Sean Monahan que tu apportais, il a totalisé 23 points l'année passée. Et en ce moment, il en a, c'était quoi, 6 en 9? 6 points en 9 matchs? Oui. Il est déjà proche de points de l'année passée. Et regardez son niveau de jeu, son intensité, comment il joue en ce moment. Moi, je donne un contrat. Là. Moi, je donne un contrat, c'est certain. Et du côté de Kirby Dach, quelle belle acquisition pour l'instant du côté du Canadien. On va voir au fur et à mesure que la saison avance, il va connaître des mauvais matchs. Est-ce qu'il va connaître des mauvaises passes? Peut-être. Tout bon joueur connaît des mauvaises passes. Est-ce que Montréal, c'est l'équipe qui va lui redonner son souffle qu'il avait besoin? J'espère pour lui, parce que pour l'instant, ça paraît. Là. Ça paraît. Aussi, une différence par rapport à Kirby Dach dans sa situation qui était avec les Hawks. Les Hawks, c'était comme dans un entre-deux. On avait des joueurs vétérans, on avait des jeunes joueurs. J'ai comme l'impression que c'était un entre-deux. Là, tu arrives à Montréal dans un environnement qu'on a. Il y a une pression, mais pas la même parce qu'on s'affiche déjà comme une équipe hors des séries. Exact. Fait que tu as déjà une pression de moins. Mais tu arrives dans un environnement où c'est beaucoup de jeunes, c'est beaucoup de joueurs qui commencent leur carrière officiellement. Il y en a plusieurs qu'on vient de signer à long terme et qui débutent leur contrat. Donc, c'est un environnement que tu as le goût de venir t'essayer puis de démontrer, de faire tes preuves. Puis honnêtement, Kirby Dach, c'est 5 points en 9 matchs.
Peut-être que certains diront que les performances offensives, on s'attendait peut-être à ce qu'ils soient plus flamboyants ou des trucs du genre. Mais je tiens à dire quelque chose. Le gars, peut-être que c'est pas le gars qu'on remarque le plus sur la patinoire en raison de ses performances là, avec ses skills et tout. Mais la job, la présence qu'il a sur la patinoire, il fait sa place. Puis Exact. le match qu'il a joué avec Suzuki et Caulfield, ça a très bien fonctionné. Deux passes lors du match. Et ce que j'aime, et je pense que là, on a peut-être trouvé quelque chose, il complète bien Caulfield et Suzuki. Parce que c'est lui qui va en fond de territoire récupérer la rondelle pour, après ça, aider, alimenter Suzuki et Caulfield. Et ça a très bien fonctionné le dernier match. Exact. Puis Ali, on va finir par la dernière question. On va essayer de la faire en 5 minutes. Là. Est-ce que. Ben déjà, on va faire une mise en contexte. Selon un sondage de BPM Sport hier, 75% des auditeurs étaient prêts à enterrer le rêve de Connor Bedard. Est-ce que le rêve de Connor Bedard, aujourd'hui, mardi 1er novembre, est-ce qu'on l'enterre officiellement? Non. Non? Non, ben en fait, c'est ça qui est fatigant des fois avec les partisans à Montréal. Hein? On en gagne 5, puis on est parti pour la coupe, puis on en perd 4, puis après ça, on finit bon dernier. T'sais. Exact. Il faut arrêter de partir là, en peur, là, puis toujours, ça y est, on est parti, là, les jeunes sont là, puis Caulfield est parti pour 70 buts, puis all right. Faut arrêter, là, sérieusement, c'est toujours partir. On part trop loin pour absolument rien. Là. Moi, je dirais, là, allons-y par tranche de 4 matchs ou 5 matchs. Concentrons-nous semaine par semaine, puis arrêtons de penser, le Canada va finir 8e. Là, on part encore en peur, puis on se dit qu'on y va plus pour Connor Bedard. Écoute, on ne sait pas ce qui peut arriver. Comme je te dis, des fois, il subit. On a juste besoin de 1 ou 2 blessures. Là, ça peut déséquilibrer tout. L'équipe peut perdre du momentum. Tu perds une blessure, mettons, Nick Suzuki se blesse. Après ça, tu as Kaden Gooley qui se blesse. Ça fait 2 gros joueurs qui jouent beaucoup de minutes sur la patinoire. Là, tu perds ces 2 gars-là. Là, il y a un déséquilibre. Il faut que tu replaces tes trios. Là, des fois, tu perds la chimie. Puis, il suffit de 1 ou 2 pièces des fois qui te manquent. C'est terminé. Exact. Fait que, moi, si tu me demandes, moi, personnellement, je pense qu'il n'y a pas de Connor Bedard à Montréal. Ça, moi, en fait, depuis le début de la saison, je te le dis. Moi, je ne vois pas Connor Bedard à Montréal parce que je pense... même moi, on se le dit des fois en dehors du podcast. Je le dis souvent d'ailleurs. Selon moi, le Canadien va repêcher maximum 8e. Je n'attends pas une grosse année du côté du Canadien, mais ils ne repêcheront pas premier. Ben, c'est ça. Fait que, moi, je ne m'attends pas à ce qu'on ait Connor Bedard. Ça, depuis le début, j'en suis persuadé. Maintenant, est-ce que c'est encore possible? Oui, bien évidemment, parce que c'est jamais une rechute de 10 matchs de suite avec des défaites. C'est possible. C'est ça, tu sais. Donc, puis c'est sûr qu'il va y avoir des séquences de matchs plus difficiles où est-ce qu'on va affronter des gros clubs. Puis ce ne sera pas facile. Parce que moi, je vous le dis, j'en parle depuis tantôt, mais le voyage qu'il faut vraiment encercler sur le calendrier pour voir comment Montréal va se situer pour le restant de la saison, c'est le voyage dans l'Ouest. Le fameux voyage dans l'Ouest. Exactement. C'est toujours c'est le point qui marque la saison, qui dit comment ça va se poursuivre par la suite. Parce que le voyage dans l'Ouest, c'est le voyage le plus rough. C'est le voyage qui s'ajoute le plus physique. Les gars sont gros, le jeu est plus lent. Fait que c'est là qu'on va voir vraiment comment que nos jeunes vont s'adapter, comment que nos Cole Caulfield vont performer, parce que Cole Caulfield, c'est pas le gars le plus gros. Donc, j'ai hâte de voir comment il va se tenir face à ces gros clubs-là. Moi, j'en ai un en tête que je pense qu'il va avoir bien du plaisir, c'est Jekai contre ces gros clubs-là. Oh oui. Je pense qu'il va continuer de performer comme qu'il le fait déjà, mais je pense lui, là, vu qu'on en parle, il prend goût à jouer pour Montréal. Ah ben oui, il prend goût, tout comme Slavkovski, Goulet, Harris, entre autres, ce quatuor de jeunes joueurs qui adorent jouer à Montréal. Et on aime ça, des joueurs qui aiment ça jouer ici. Sean Monahan aussi le fait. Et il y a une petite vidéo, je ne sais pas si tu as vu ce TikTok qui est sorti concernant Sean Monahan. C'est le seul joueur qui a décidé d'arrêter son véhicule dans le parking des joueurs et de signer des autographes à tout le monde. Donc, ça montre à quel point il aime la ville. Et il l'a dit lui-même dans cette TikTok-là, il adore jouer à Montréal. Donc, c'est à voir. Le voyage dans l'Ouest, je suis très d'accord avec toi. Pour Connor Bedard, moi, j'enterre officiellement le rêve de Connor Bedard. Ben, comme je l'avais pas mal déjà enterré au début de la saison. Mais je vais l'enterrer officiellement.
Selon moi, le Canadien peut surprendre, mais ils vont finir, dans le meilleur des mondes, selon moi, ils vont finir 22e au classement général. Moi, j'ai déjà fait des prédictions. J'ai dit qu'ils vont finir autour entre le 28e et 25e rang de la Ligue nationale de hockey. Donc, c'est à voir. Oli, dernière question en 30 secondes. Est-ce que le Canadien peut surprendre cette année? Si? Est-ce que le Canadien peut surprendre cette année? Certainement. On le fait déjà. Totalement. Oui, c'est vrai qu'on surprend déjà. On le fait déjà. Moi, je vais vas-y. Juste glisser un petit commentaire parce que je voulais en parler avant qu'on termine ce live. Mais j'ai hâte que Mike Hoffman ne fasse plus partie de cette formation. Et voilà, c'est dit. Il fallait que je le dise. Ça fait du bien. Ça me soulage un peu. Il fallait que je le dise. je me rajoute à cette envie et j'en ai parlé avec Alexis sur le premier. Jonathan Drouin aussi. J'ai hâte qu'il ne fait plus partie de cette équipe. Alors, pour eux qui nous regardent en ce moment, mardi 1er novembre, le Canadien joue ce soir à 8h au Minnesota. Ne ratez pas ça. Moi, malheureusement, je vais me fier aux faits saillants car j'ai mon école ce soir. Et de notre côté, Oli, merci beaucoup de ta participation. C'était très apprécié. Merci à toi de l'invitation. Ben, merci. Merci aux gens qui ont participé, à Jérémy Doré, Guillaume Dalpé, Joël Couturier et autres qui ont participé. Ça rendait ça un petit peu plus interactif. J'ai vraiment aimé ça. Oui. Alors, de notre côté, on se revoit le mardi prochain, même heure, même poste. Ne ratez pas le podcast du jeudi 3 novembre à la Coupe animée par Yves Lantier. C'était Loïc Salva et Olivier Lecault. On se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde!